Prof Entrepreneur, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bonjour à toi et bienvenue sur ce podcast. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, tu vas découvrir des parcours inspirants d'enseignants qui ont relevé le challenge de se lancer dans de nouveaux projets et pourquoi pas de changer de vie. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel qui a un parcours extrêmement riche. En effet, Emmanuel est prof, coach et également infopreneur et il gère toutes ses activités d'une main de maître. Il va nous partager comment il a commencé l'enseignement en suivant l'inspiration d'une mentor. Puis, comment il est passé de l'enseignement au coaching avec l'histoire inspirante d'Emmanuel Schmitt qui aurait pu tourner au drame. Enfin, Emmanuel nous explique son déclic pour aller sur le web et lancer son premier projet d'infopreneur. Sa première tentative ne fut pas une réussite, mais Emmanuel ne se décourage pas. Il nous partage comment le covoiturage lui a donné son idée de projet en ligne qui marche. Évidemment, avec toutes ces activités, son challenge numéro 1 est la gestion du temps. Mais Emmanuel nous explique la clé qui lui permet de relever cette challenge, notamment la méthode du Pomodoro. Enfin, Emmanuel nous explique comment la discipline lui permet d'atteindre ses objectifs, comment il met son audience au centre de son travail. Il évoque le travail caché de l'infopreneur que vous ne voyez jamais, mais qui permet d'affiner son message et mieux vendre. Enfin, son conseil aux collègues qui se lancent en infopreneuriat. Il vous le partage avec beaucoup de générosité et ce que tu dois absolument utiliser pour réussir ton business en ligne, ta voix. Enfin, Emmanuel conclut sur l'état d'esprit de l'entrepreneur qu'il te faut adopter pour réussir ton projet. Et en bonus, Emmanuel nous partage une méthode, la TVAV, pour parler en ligne sans se rendre malade. Voilà, et puis vous aurez encore une fois en exclu l'astuce du poster. Notez-la bien, c'est très précieux si vous avez envie de vous lancer sur le web. C'est parti tout de suite avec Emmanuel et on se retrouve juste après. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue à toi et je vais tout de suite passer à ta présentation. Alors, tu es coach vocal, enseignant et musicien. Et tu es aussi auteur d'un blog qui s'appelle « Votre voix au service de votre vie ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes ces activités ? Merci beaucoup de ton invitation. Ravi de partager cet espace avec toi. Je suis en fait passionné de la transmission de connaissances. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier d'enseignant, de formateur. J'ai découvert la passion de transmettre avec une enseignante que qui faisait partie des amis de la famille tout simplement. Mais quand j'ai fait mes études, j'étais à peu près à la moitié de mon cursus universitaire. J'ai vraiment capté cette passion de partager la connaissance. Et je suis allé la voir en fait pendant 1-2 ans. J'allais la voir toutes les semaines. Elle m'ouvrait ses cahiers, les cahiers d'école de ses élèves. Et c'est une femme en fait qui s'appelait André Burezi, qui était une génie de l'enseignement, d'une pédagogie créative. Oui. Et ça a semé en moi en fait toute la trame de ce que je tisse depuis maintenant le début de ma carrière, d'enseigner, mais surtout de faire que la personne découvre elle-même la connaissance qui est en elle, que ce soit les enfants, les ados, les adultes que je forme, par énormément de créativité pour pouvoir, si tu veux, travailler avec les deux cerveaux, beaucoup d'hémisphère droit, d'hémisphère gauche, évidemment pour toute la partie logique, analytique, mais surtout d'ouvrir les vannes, parce que je pense que une personne qui apprend, elle contient autant que ce qu'elle va contenir avec l'information qu'elle va suivre. Et on est surtout, quand on enseigne, un coach qui guide la personne vers ce qu'elle contient déjà. Et ça a commencé quand j'avais 18-19 ans, quand j'ai choisi un peu à l'ancienne, d'être comme un compagnon, tu sais, un apprenti, au contact de personnes qui détenaient un savoir. C'était une personne qui était à la retraite, qui avait travaillé dans des contextes très particuliers, les ZEP à l'époque. Elle a commencé sa carrière au fin fond de la Bretagne avec des enfants qui étaient, tu sais, type la classe unique pour des enfants qui ont tous les âges. Oui, j'ai connu ça. Voilà. Et si tu veux, j'ai toujours une grande émotion en parlant d'elle. J'ai la chair de poule, Oui. parce que elle a été comme une sorte
de guide. Et ça a été quasiment une adoption en fait de sa part pour me transmettre ce qu'elle avait. C'est une personne qui conversait avec Albert Jacquard, spécialiste de la génétique. Elle était correspondante avec un président tchécoslovaque à l'époque qui s'appelait Václav Havel, qui était un grand homme de lettres et qui avait comme ça apprécié de partager la beauté de l'être humain avec elle. Et c'est de là que tout est. D'accord. En fait, elle t'a transmis complètement sa passion, pour l'enseignement, et c'est ce qui t'a inspiré à partir dans cette voie finalement. Passion de l'enseignement, oui, tout à fait, et aussi passion d'au maximum respecter l'intelligence de l'humain qui est en face de soi. Je répète que ce soit un petit tout que je peux côtoyer dans la musique, les ados. En ce moment, je travaille plus avec des plus grands, mais j'ai aussi beaucoup enseigné avec des tout petits à qui on apprend les premières notes de musique. Et de se dire que on peut, avec l'axe nécessaire, d'être celui ou celle qui contribue à instituer l'humanité ou à la réinstituer dans l'enfant, dans l'apprenant. C'est des grands mots. Alors évidemment, ensuite, il y a plein de pragmatisme qu'il faut avoir quand on est sur le terrain de l'enseignement. Oui. Mais en même temps, se dire, voilà, je suis face à quelqu'un qui est peut-être un futur inventeur du remède miracle qui va changer les choses, inventeur d'une nouvelle technologie. J'ai toujours à l'esprit une chose, c'est récemment, j'ai entendu une chose qui m'avait moi toujours habité, c'est on ne sait pas en fait tout le potentiel qu'on a en face de soi. Et moi, j'imagine toujours qu'il y a le maximum du potentiel chez l'apprenant qui est en face de moi. Et, ça rejoint un peu la philosophie de Maria Montessori aussi, qui considérait le rôle du pédagogue comme sacré par rapport à l'enfant, qui est ce potentiel infini qu'est l'enfant par rapport à son avenir, ce qu'il peut devenir. La responsabilité aussi qu'on a en tant qu'enseignant. C'est une grande responsabilité et d'exposer au maximum l'enfant à la beauté. Quand je dis l'enfant, c'est l'être humain, à l'art, à cette énergie créative, inventive. Et j'ai entendu il y a quelques années Erich Emanuel Schmitt dire que ce qui a fait un tour dans sa vie, ça a été l'écoute d'un opéra de Mozart. Je crois que c'était Così fan tutte ou Les Noces de Figaro, enfin un de ces grands opéras de Mozart qu'il était allé écouter avec sa classe quand il était lycéen. Cet homme, en fait, il avait prévu de mettre fin à ses jours. Il comprenait pas le rôle de la vie, il avait une grande perte de sens, un grand creux de vague. Et quand il a entendu cet opéra, il s'est dit, s'il y a des humains qui sont capables de créer autant de beauté, ça vaut peut-être le coup que je continue l'aventure. C'est un peu dramatique cette histoire-là, mais dramatique positivement. Ça aurait pu avoir une tournure beaucoup plus tragique. Et je me dis que dans toute la transmission qu'il est possible d'opérer, c'est connecter la personne qui apprend, l'adulte qui veut changer le cours de sa vie sous forme d'un coaching, l'ado qui est un peu brinque-ballé dans le système éducatif, de se dire en fait l'exposer aux UV de ce qui est la beauté, ce qui est la qualité des mots, la qualité de sa propre production créative. Et j'ai le sentiment que ça peut changer le cours des existences. Alors, on va revenir un petit peu à ton parcours à toi, à ce que tu fais déjà aujourd'hui. Tu te définis comme quoi d'abord? Enfin, on a compris qu'en fait, l'enseignement, il est vraiment au cœur de ce que tu fais. Mais est-ce que tu te définirais plutôt enseignant, plutôt coach, plutôt musicien? Tu te situes comment par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis aujourd'hui, ce que je mettrais en avant en fer de lance, c'est formateur et infopreneur. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu infopreneur pour qu'on comprenne bien, parce que ce mot n'est pas toujours très clair pour nos auditeurs? Alors, infopreneur, j'aime bien ce mot-là parce que, bien sûr, c'est plus de la connaissance qu'on partage, mais c'est aussi de l'information parce que c'est un des éléments, évidemment, d'une transmission, d'une pédagogie. Et donc, c'est de transmettre de l'information, des compétences à travers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur
qui transmet de l'information, pour jouer un peu sur une définition plus paraphrasée du terme infopreneur. Donc, entrepreneur du web aujourd'hui, avec un écosystème basé autour du blog que tu as mentionné, je t'en remercie, et bien sûr aussi une articulation d'une chaîne YouTube qui est à mon nom, une page Facebook, voilà, toute une arborescence et un espace aussi qui est un espace, on va dire, plus premium, auquel accèdent mes clients, tout simplement, les personnes qui, au-delà de tout ce qu'ils découvrent et leur cheminement avec ce que je partage en ligne, ont envie d'aller plus loin avec des formations digitales que je crée. D'accord. Donc, tu proposes aujourd'hui des formations en ligne autour de l'univers de la voix, c'est ça? De la voix, disons que je suis actuellement en train de redéfinir un terme, c'est le coach vocal que je suis. Il est en présentiel avec des cours de chant que je donne et pour coacher des personnes dans leur univers musical. Et aussi récemment, mes articles ou les mails que j'envoie à ma communauté, je signe aujourd'hui ton coach en prise de parole pour encore plus, si tu veux, définir l'angle et l'objectif que j'ai avec les personnes que je coach, c'est les faire vraiment oser impacter le monde, oser avoir une parole impactante qui inspire, une parole inspirante, avec un plaisir de prendre la parole, un plaisir de s'exprimer, d'exprimer ses compétences, ses valeurs, sa mission de vie aussi. D'accord, la puissance de la voix, tout ce que la voix peut voilà, porter. tout à fait. Et dis-moi, en fait, donc finalement, ça a commencé par le présentiel, c'est ça, par du coaching au niveau musical, en présentiel, ou bien tu as très vite arrivé vers le web? Comment ça s'est passé? En fait, c'est venu graduellement. J'ai travaillé évidemment en présentiel, du coaching individualisé. Le coaching vocal, chant, très vite les personnes, en fait, je leur faisais des passerelles entre ce qu'ils apprenaient avec le chant et ce qu'ils pouvaient mettre en valeur dans leur voie professionnelle, que ce soit des gens qui sont dans le domaine relationnel de la formation, comme je suis, des enseignants, bien sûr. J'ai eu des gens qui étaient plus dans le domaine commercial et qui se rendaient compte qu'il fallait que leur voix inspire confiance, qu'ils préservent leur voix sur le long terme. Parce qu'une personne qui parle toute sa journée, elle a une trouille, c'est se retrouver avec la voix aphone, une perte. Ça arrive très souvent aux enseignants d'ailleurs. Exactement. Donc, j'ai comme ça rencontré des gens à qui je donnais évidemment du plaisir à chanter et puis ils faisaient le lien entre les deux aspects. J'ai après donc travaillé avec des écoles de commerce qui m'ont appelé pour faire des séminaires, notamment dans un esprit de connaissance de soi. Oui. C'est passionnant parce que tu te retrouves avec des jeunes qui sont post-bac, suivant les cas, 18 jusqu'à 21 ans, qui sont de plus en plus demandeurs de recevoir des informations, de savoir, parce qu'objectivement, ils reçoivent pas encore beaucoup de guidage, de conseils pour vraiment prendre la parole avec efficacité, avec confiance. Oui, exact. Donc, un problème qu'on retrouve souvent chez nos jeunes, c'est cette peur de s'exprimer en public, de prendre la parole. Ça, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le système français. On dit qu'on le retrouve moins dans certains autres pays, c'est qu'on a cette peur-là du regard des autres aussi, peut-être, ou c'est pas dans notre culture autant. C'est pas dans notre culture t'as rien à dire, parle quand même, entre guillemets, et c'est en t'exprimant que tu vas trouver les idées. C'est pas pour raconter des banalités, mais de stimuler les personnes à prendre la parole. Moi, je pense toujours à un gars comme David Laroche qui a raconté qu'il était un timide maladif quand il était dans sa scolarité jusqu'à son bac. Oui. Et au lycée, en fait, il s'est mis un challenge, c'est lever la main. Lever la main pour participer, même pour poser la question, madame, monsieur, en fait, j'ai pas compris, mais j'aimerais vous demander de réexpliquer. Ses collègues, évidemment, se foutaient de lui parce que ils savaient qu'il était super maladif, qu'il avait les mains moites, qu'il rougissait dès qu'il prenait la parole. Mais aujourd'hui, ça vaut le coup parce que de ses mains levées qu'il a osé faire quand il était au lycée, aujourd'hui, c'est un conférencier inspirant et qui est suivi par des centaines de milliers de personnes. Donc c'est un peu se prendre l'opposé d'une francophonie encore très timorée
tu vois, j'enseigne les langues aussi et c'est un truc qui est énorme. En ce moment, d'ailleurs, là, on va dire c'est circonstancié. On est en temps de confinement dans une grande partie de la planète. Les cours que je donne en ce moment, je les donne comme en ce moment on se parle sur Zoom. Et ce qui est génial, c'est que mes élèves les plus timides, c'est eux qui participent le plus parce qu'ils sont tranquilles avec l'idée du regard des autres. Ils savent qu'ils sont écoutés par les autres. Ils s'autorisent dans cet espace-là à prendre la parole. Quoi. Exactement. Et c'est assez génial de voir ça parce que je les coach aussi sur tout ce qui est présentation de leurs oraux à venir. C'est des collégiens. Je coach aussi des élèves qui sont en lycée. Alors cette année, c'est du coaching qui a été plus un investissement sur le long terme pour eux parce que tout ce qu'on a travaillé ensemble, malheureusement, ça leur servira pas pour un oral cette année avec le bac. Mais en même temps, moi, ce que je trouve touchant, c'est que tu as toute une génération de jeunes ados et jeunes, tout jeunes adultes. Il y en a qui ont 17, 18 ans dans les lycéens. Oui. Mais ils ont telle envie de, si tu veux, d'entreprendre leur vie, de prendre la parole. Donc moi, ça me donne beaucoup d'envie et d'espoir sur la suite parce que c'est une nécessité un peu carence dans beaucoup d'adultes qui sont passés par un système éducatif qui n'a pas du tout mis l'accent là-dessus. Et en même temps, c'est un moyen d'incarner ton leadership, de parler, comme tu le fais avec toute ta diffusion web. C'est super important. On peut pas entreprendre. Au début, on commence par comme on disait, on commence par un petit pas, par un petit geste, par une petite chose, et puis après, on se challenge et on avance petit à petit, quoi. Exactement. Dis-moi, comment tu as switché parce que tu étais dans l'enseignement plutôt traditionnel au départ. Tout à fait. Comment tu as switché vers le coaching? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu ou une opportunité qui est arrivée comme ça? Puis ensuite, tu pourras nous expliquer aussi comment tu es arrivé aussi sur le web. Parce que tu as commencé Bien sûr. Alors, le clic ça a été l'envie d'entreprendre, très clairement, l'envie d'être challengé, de prendre... Voilà, d'entreprendre ma vie au-delà du côté sécurisant qu'est l'enseignement, on va dire stable, comme quelque part comme tout emploi, on va dire durable et fixe. L'envie de partager avec plus de monde que ce que je côtoyais au quotidien, c'est ça qui a déjà été une réponse, c'est les opportunités de travailler dans des centres de formation et des écoles de commerce. Oui. Et après, le clic sur le web, c'est aussi ça, de se dire, tiens, il y a une limite géographique. Et s'il y avait d'autres personnes que je ne côtoie pas en chair et en os, mais qui pouvaient aussi avoir bénéfice à entendre ce qui est ma passion et la partager. Alors, la première tentative que j'ai faite sur le web, ça a été au travers de l'enseignement de la musique. J'ai testé cet infopreneuriat, mais on va dire ça a été, tu sais, comme quand tu fais la première crêpe, hein, c'est toi qui la manges et tu la présentes pas. Voilà, c'est le premier test, le premier essai, voilà. Le premier ratage éventuellement. C'est ça. Alors ça n'a pas été un ratage complet, mais ça n'a pas été à la hauteur de ce que je m'étais fixé comme objectif de nombre de diffusion de la formation et tout ça. Mais ce qui a été intéressant, c'est ensuite de me dire, OK, je vais me former. J'ai investi sur beaucoup d'aspects de formation. Ça t'a pas découragé, semi-échec, ou du moins cette frustration, le fait de ne pas avoir eu les résultats attendus? Comment tu l'as vécu, ça? Comment tu l'as géré, cette première tentative? J'avoue que ça a été évidemment frustrant, mais que je me suis dit, OK, je me suis toujours un petit peu intéressé à toutes les personnes qui atteignent, on va dire, vraiment le sommet de leur réussite. Ça a été dans mon apprentissage musical d'aller côtoyer les meilleurs que je pouvais rencontrer en termes de distance géographique, d'investissement que je pouvais faire quand j'avais dans les 20 ans. Et ça m'a, si tu veux, mis un peu comme un process dans ma tête de me dire, OK, c'est normal de se tromper, c'est même bien. C'est une des choses que je partage beaucoup dans mes contenus parce qu'il faut vraiment faire la paix avec ça et en même temps muscler son envie de réussir. Donc, je me suis dit, si j'ai pas réussi, c'est peut-être qu'il fallait que j'ai une stratégie plus définie, des compétences qui me manquaient objectivement. Oui. Et puis, donc, j'ai repris. Alors, j'avais le choix. Je me suis dit, tiens, quitte à reprendre une stratégie en place, est-ce que je continue avec l'optique du partage de la musique?
Et puis, il y a maintenant à peu près 2 ans, j'ai changé de région avec ma compagne. On est venu dans une région de moyenne montagne parce qu'on a une passion pour l'apiculture, elle et moi. Là, en ce moment, elle est partie voir nos ruches pendant qu'on fait cette interview ensemble. C'est chouette. Et c'est comment dire, j'ai fait beaucoup de covoiturage il y a 1 an parce que je travaillais à peu près à 100 km de là où on habite. Et j'ai covoituré plein de jeunes étudiants, voilà, en licence ou en master. Et puis, quand j'ai mis ce projet en place, je leur ai parlé de mes 2 idées. Et puis, il y avait mes 90% des jeunes, bien que pas mal d'entre eux faisaient de la musique, ils m'ont dit mais non, mais foncez, allez-y à fond sur la prise de parole. On n'a rien reçu jusqu'à maintenant. Quand il faut prendre le téléphone pour chercher des stages, on est complètement paumé, on bafouille. On a la trouille quand il faut rencontrer les gens. Donc, je me suis dit, OK. Là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, il y a une vraie envie d'évoluer de beaucoup de monde. Une grande frustration. Je te parle des jeunes étudiants, mais il y en a aussi dans les trentenaires, des quarantenaires que je covoiturais et qui résonnaient alors soit pour eux-mêmes, soit en effet aussi pour les jeunes qui gravitaient autour d'eux dans la cellule familiale ou amicale. Donc, je me suis dit, OK, je fonce. Je garde toujours évidemment dans le coin de ma tête l'idée de repartager du contenu musical parce que c'est ma passion, évidemment. J'ai la chance d'enseigner aussi la musique sur une partie de mon temps d'enseignement dans une école de musique. Mais voilà, pour te répondre, ça m'a donné encore plus envie de mieux faire, de faire avec une stratégie. Affiner tes stratégies et puis aller te former, c'est ça? Exactement. Et maintenant, maintenant c'est en place. J'ai appris aussi à déléguer, à m'entourer de gens qui ont des compétences transversales par rapport aux miennes. Et puis, c'est drôlement agréable. Tu as eu d'autres obstacles à part le fait d'affiner un peu ton positionnement et puis de te former au marketing, finalement, est-ce que tu as eu d'autres choses qui ont été difficiles ou qu'il a fallu qui t'ont challengé un peu? Le challenge numéro 1, quand on change, on va dire qu'on réduit le cours de sa vie professionnelle, c'est la gestion du temps. Ah oui. Tu peux nous en parler, c'est utile. Bah oui, c'est la gestion du temps est quand même un des axes majeurs d'une reconversion pro. Par reconversion pro, pour moi, c'est plus actuellement un chemin parallèle que j'emploie sur le web parce que je suis vraiment toujours autant passionné par l'enseignement. Et donc, c'est pour moi un plaisir de jumeler les deux. Mais gérer le temps, j'ai la chance d'avoir une grande passion pour le travail, une grande passion pour l'énergie que je peux mettre dans mes activités professionnelles. Mais il y a besoin de discipline, de checker les actions qui ont été posées, articles, mails écrits. Et ce que j'ai fait, je publie en général chaque semaine un podcast, un contenu sur YouTube en podcast, comme ce qu'on est en train de réaliser ensemble. Oui. Donc, ça demande d'être rigoureux. Alors, quelles ont été les clés pour toi pour gérer ton temps? Parce que tu as plusieurs activités, tu as une vie familiale à côté. Comment tu as réussi à combiner tout ça puis à développer cette nouvelle activité qui prend beaucoup de temps, comme on l'imagine? La clé pour moi, c'est de produire quelque chose dans un minimum de temps. Mettre en place un process, c'est-à-dire que ce soit très… Voilà, un minuteur, je me dis, j'ai 25 minutes pour… La méthode du Pomodoro, j'arrive jamais à le dire du premier coup. Voilà. Tu peux nous en parler parce que c'est très intéressant à partager, je pense. C'est quelque chose que moi, j'aime bien m'inspirer notamment des jeunes qui entreprennent sur le web parce qu'ils sont dans des nouveaux paradigmes. Ils n'ont pas des raccourcis pour le raccourci, mais ils ont une envie plus rapide. Moi, j'ai dans les 40 ans. Et voilà, il m'inspire une impulsion. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine BM, Antoine Blanche-Maison. Oui. Et dans une de ses formations, en fait, il propose de se donner des tranches comme ça de 20-25 minutes
J'enregistre par exemple un module ou des petits aspects capsules d'une formation. J'écris mon email la grande trame sur 20 minutes. J'y reviens 20 minutes suivantes. Ouais. Et donc, c'est des petites tranches comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas écrire plus de mots en 35 minutes qu'en 20-25 minutes. Parce qu'à un moment donné, il y a une saturation un peu, la concentration aussi qui faiblit, peut-être l'efficacité est moins grande. C'est qu'en tout cas, il y a un truc, par exemple, je le vois sur mon jardin, parce qu'on est dans une zone semi-rurale et on a un jardin qu'on est en train de bien investir. Ouais. Et je me dis, parce que j'ai pas envie non plus de m'épuiser à désherber ou autre, pareil, je suis dans les 25-30 minutes de désherbage. Ouais. Je vais boire un verre, je reviens. Et il y a un côté un petit peu pour pas être dans le côté, si tu veux, du labeur, du côté laborieux. C'est le côté fun. J'ai fait mon taf, je reviens et j'en fais une autre action. Et puis j'ai évidemment ma to-do list. Tu fonctionnes avec mais toujours que tu mets à jour chaque jour, c'est ça? Voilà. Alors évidemment, mon bureau en ce moment, c'est bien qu'on soit en podcast parce que j'ai des papiers de partout autour de moi. Mais si tu veux, c'est un côté de se challenger et puis d'être toujours. Un des secrets pour moi, c'est de se sentir bien. Et donc de le faire toujours dans un bon mood et de pas hésiter à me dire ok, aujourd'hui je vais changer ma priorité, je vais faire ça à la place de ça parce qu'en fait j'ai l'énergie pour par exemple pour faire mon podcast aujourd'hui que j'ai pas pour enregistrer mon module de formation et d'être toujours à l'écoute quand même de l'envie que j'ai. Comment tu priorises les choses, par exemple? Parce que moi, je te suis, si tu veux, sur ta newsletter. Je vois que tu envoies, mais tous les jours, un mail quand même. C'est pas un mail de 2 lignes, quoi. C'est un mail quand même conséquent. Donc, il y a de la rédaction derrière. Tu me dis qu'il y a un podcast, tu as ton blog aussi à alimenter, j'imagine, ta chaîne YouTube. Donc, comment tu priorises les choses? Tu te dis quoi? Tu me dis, je m'écoute. Donc, tu suis ton intuition, mais en même temps, j'imagine que c'est structuré pour que tu puisses assumer tout ça. Comment tu… disons que j'ai une discipline, c'est celui du mail quotidien, qui est super parce que peut-être que d'ici maintenant 3 mois, je vais pouvoir en fait recompiler tout ça en mode édition d'un livre, un petit peu comme une pensée du jour à propos de ce grand thème qui est la prise de parole. Donc ça, c'est une discipline à laquelle je déroge pas. Et si par exemple, je suis en vacances pendant une semaine, là, je vais me booster pour avoir tout planifié. D'habitude, mes mails, je les écris vraiment de la veille pour le lendemain, en réponse notamment aux questions que mes lecteurs, mes lectrices me donnent, me posent. Et comme ça, c'est vraiment, on va dire, interactif. Et c'est là-dedans aussi où je puise les idées de mes podcasts. Les contenus, on va dire, un peu plus épisodiques comme les capsules podcast, qui ce sont à peu près 4 à 5 par mois. C'est vraiment sur les questions les plus centrales que les gens se posent. Oui. Et voilà, je fais comme ça avec voilà ce dosage. En fait, tu recycles, tu pars de ton audience, un peu des questions qui émergent, et puis tu les traduis par exemple en mail, puis après tu vas recycler un peu ce contenu dans une capsule vidéo. C'est ça en fait le schéma que tu suis un petit peu. Le schéma et en même temps pour aussi pas se diluer dans tout, je regarde dans mes mails quotidiens ceux qui ont obtenu le plus d'interactions, qui ont été le plus lus ou ceux qui ont, c'est dans notre jargon d'infopreneur, mais les meilleurs clics qu'il y a eu sur les mails. Oui. Je vois qu'il y a eu il y a des signes, si tu veux, en tout cas certains signes pour me montrer que ce mail a plu. Évidemment aussi le nombre de réponses que je reçois. Et à ce moment-là, c'est bien que tu le dis ça parce que c'est toute la partie cachée du travail d'infopreneur aussi, c'est que tu prends les statistiques, tu analyses ce qui se passe au niveau de ton audience et puis tu utilises ça pour la suite, quoi. C'est toute une partie qu'on voit pas souvent dans le métier. C'est ça, et puis qui permet d'être en lien avec la demande, la nécessité de l'audience. Et ça permet
d'être au plus juste. Et des fois, on est complètement à côté. Il suffit quelquefois d'un titre d'article qui parle pas aux gens. Et bah tant pis. Il y a aussi quelquefois l'idée d'aller regarder sur ma chaîne YouTube ce qui est le plus regardé dans le temps et de dire tiens là il y a une nécessité. Si des gens le trouvent au-delà de ma promotion que je peux faire sur les médias sociaux, ça veut dire qu'il y a des gens qui se posent des questions dessus. Donc je reviens et je vais un peu plus loin. Je fais une sorte de deuxième ou troisième épisode du sujet. J'ai une question pour toi par rapport à justement la visibilité, parce que toi, tu as un petit peu de recul, je pense, maintenant dans ton système commence à bien tourner. Tu conseillerais quoi, par exemple, si quelqu'un, un collègue veut se lancer sur le web et qui voudrait aussi être infopreneur, par exemple, de commencer par quel canal finalement? Est-ce qu'il y a un canal qui marche mieux aujourd'hui? Par quoi commencer finalement? Est-ce qu'il y a une réponse d'ailleurs unique? Question ouverte. Oui, question très ouverte. Je dirais que je rejoins beaucoup d'entrepreneurs du web qui donnent ce conseil d'avoir une plateforme qui t'appartienne à toi, Oui. qui soit celle sur laquelle tu as la main, tu es chez toi en fait avec un blog. C'est évidemment nécessaire de créer tout un mouvement autour, un peu, on va dire, on parle d'écosystème, mais tu peux aussi imaginer comme un système solaire, hein. Tu as au centre de ce système solaire, évidemment, ton blog, la plateforme sur laquelle tu partages du contenu et vraiment tu es chez toi. C'est ton magasin, c'est ta bibliothèque, enfin, c'est ton espace, on va dire, public. Et de créer des flux qui soient autour. Et donc, le flux qui actuellement, j'ai 2 flux qui fonctionnent vraiment bien en lien avec mon blog. C'est tout ce que je partage sur Facebook. Et puis YouTube. YouTube, je l'ai lancé plus tard que Facebook. Et ces deux espaces sont intéressants. Après, il peut y avoir aussi vraiment l'intelligence de créer un espace purement podcast. Je l'ai, mais il est un peu en dormance parce que j'utilise plutôt en ce moment YouTube comme espace de podcast. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, en plus avec le YouTube Premium que les gens commencent à souscrire, tu peux commencer la vidéo et puis en fait, ton téléphone continue à te faire l'audio de la vidéo que tu regardes. Donc, que ce soit une vidéo ou en fait un podcast, les gens ils t'écoutent, c'est ça le principal. Tu as évidemment des SoundCloud, tu peux faire un podcast sur iTunes. Mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est de partager du contenu, de le faire de façon écrite et verbale. Et je veux dire, que ce soit vidéo ou purement audio, que les gens t'entendent. C'est le conseil que je donne moi à mes clients qui aussi veulent dynamiser leur visibilité sur le web, transmettre la grande richesse, si tu veux, de parler à haute voix en complément de tout ce qui est l'écrit. C'est le sentiment de rapport humain qu'il y a avec la personne. Oui, c'est ça. Tu humanises un peu la relation en fait avec la voix. Mais il y a des fois, il y a des personnes que j'écoute depuis longtemps sur le web. J'ai l'impression que c'est mes collègues, que c'est mes mentors, que c'est mes amis. Parce que en fait, il y en a un que j'aime beaucoup suivre, c'est Idriss Aberkan, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau de la connaissance du cerveau humain, il est vraiment hyper fouillé et en plus, il est un peu hors des sentiers battus, comme moi j'aime beaucoup. Et après les vingtaine, trentaine de vidéos que j'ai commencé à suivre, j'ai l'impression, moi j'aurais eu envie de l'appeler en lui disant salut Idriss, comment tu vas? Oui, c'est une familiarité, une proximité qui ne se crée pas par l'écrit forcément, quoi. Donc on a un accès avec l'audio qui est différent. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui vont nous écouter, elles écoutent 2 personnes et on est dans leur espace auditif. Donc on est aussi dans leur espace émotionnel. Parce qu'il y a la vibration de ta voix et la vibration de la mienne. Donc, c'est une richesse qui, aujourd'hui, à mon avis, a toute sa mesure. Après, évidemment, il y a toutes ces questions de référencement et beaucoup d'aspects qui montrent la nécessité aussi de poser des mots sur le web, de les publier, que ce soit en description de ta vidéo sur YouTube, dans ton article, sur ton blog.
Oui, c'est important de le rappeler. Il y a aussi le référencement. Il y a une certaine technique aussi à maîtriser et qui demande aussi passer par l'écrit. Mais la voix est vraiment un plus, enfin même plus qu'un plus. Elle crée vraiment cette relation et elle aide à former la communauté de nos auditeurs, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, alors, est-ce que tu as des nouveaux projets, des nouveaux challenges qui t'attendent? Et quel est le programme pour toi? Est-ce que tu peux nous partager ce qui t'attend? Alors, ce qui est assez passionnant devant moi, là, c'est l'ouverture de coaching pour les créateurs de contenu, mais aussi toutes les personnes qui ont besoin notamment de l'art de pitcher. Donc, je suis en train de préparer des formations dans ce domaine-là, mais aussi avec notamment la personne avec qui je suis en train de préparer la prochaine version de mon site, qui me challenge beaucoup en me disant, écoute, en te parlant, voilà, on est devenu quand même assez proches, on s'est rencontrés dans un événement d'entrepreneurs. Et il me dit, il y a un truc génial à partager avec les personnes en les coachant, donc on va mettre ça en place de façon, on va dire, plus définie, parce que c'est une chose que j'ai faite par le passé dans une autre région. En ce moment, la bonne nouvelle, c'est que je vais enfin avoir un meilleur Internet chez moi. Donc, pendant près de 2 ans, j'ai publié du contenu avec une box 4G, personne ne pouvait le savoir. Donc, c'était un peu limitant pour tout ce qui était le coaching face à face, même d'ordi à ordi. Ah Donc, oui. je suis vraiment content de ouvrir à nouveau ce volet-là pour les raisons que je t'évoquais en réponse à tes premières questions. En fait, c'est la passion de transmettre, la passion de la rencontre humaine, même si c'est une rencontre d'écran à écran. Elle peut se faire quand même, pour toi, elle peut vraiment se faire quand même virtuellement, en fait, cette rencontre. Parce qu'il y a beaucoup Oui, de je collègues pense. qui trouvent que l'enseignement à distance, puisque tout le monde est en train d'expérimenter actuellement dans le confinement cet enseignement-là, il y a beaucoup de collègues qui trouvent que c'est quand même très frustrant, très limitant. Donc toi, tu trouves quand même il y a quelque chose qui passe, ça ne bloque En pas, fait, disons, la relation. non, je pense pas. Évidemment, elle est d'une nature différente que quand on est en proximité dans le spatial avec une personne. Il y a quelque chose qui est, bon, en ce moment, vu la distanciation sociale qui nous est demandée dans ce printemps 2020, Oui. c'est très, très compatible avec cette nécessité-là. Mais il y a quelque chose à voir avec évidemment la mise en confiance, la capacité d'écoute qui doit être la même que tu sois à 2 mètres face à une personne ou alors à X kilomètres, centaines ou milliers de kilomètres, comme on est en ce moment. Donc, je suis assez étonné, mais les expériences que j'avais faites de coaching vocal chant, j'avais eu des clients pour travailler du chant qui étaient à 800 kilomètres de moi. Oui. En fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est génial. Elle est en train de faire le même progrès que si je l'ai rencontrée dans mon salon de musique. Mm. Euh, Au début, c'était un tout petit peu plus délicat parce qu'il fallait s'apprivoiser. Donc, on va dire peut-être qu'il y a eu 3 sessions pour arriver à ce que j'en aurais fait en 2 en termes, tu sais, de mise en confiance de la personne. Là, je parle vraiment du coaching vocal-chant. Oui. Mais tout ce qui est le coaching du pitch que j'ai pu juste un tout petit peu expérimenter on va dire, en prototype Oui. avec des personnes qui, on va dire, sont dans mon champ relationnel entrepreneur. C'était en fait un service qui me rendait en même temps que moi je leur apportais un coaching. C'était pour tester Bêta-testeur ma connexion de ton web. coaching. Oui. Et puis surtout de la connexion web. Et je savais qu'ils n'allaient pas je veux dire, comment dire, m'en vouloir ou m'en tirer rigueur s'il y avait des coupures sur le réseau. Et en fait, on a pu avancer ensemble autant que quand je fais du coaching face à face. D'accord. Donc, c'était pas un obstacle en soi, quoi. Et je crois que ça fait partie, tu vois, c'est comme toute situation, les obstacles qu'on rencontre, que ce soit Oui. la gestion du temps, qui est une réalité vraiment à savoir apprendre à gérer, la patience qu'il faut avoir pour générer une audience et une visibilité sur le web.
on peut considérer ça un obstacle ou alors une occasion de grandir et une occasion d'apprendre. D'apprendre, Donc, exactement. C'est ce que je dis aussi. la situation en web est un peu différente et on apprend une autre écoute. On apprend à se taire plus facilement quand on écoute quelqu'un en ligne que quand on est dans la même pièce, parce qu'il peut y avoir des petites interférences ou autres. Donc, pour ce qui est de toutes les personnes qui ont l'envie de partager de la connaissance, tu vois, qui nous écoutent, le web, c'est limite une situation où ça te met, tu sais, si tu as la tendance de facilement proposer tout de suite une solution alors que la personne elle est en train de travailler sur la formulation de sa nécessité, il y a un truc génial, c'est que tu coupes ton micro pendant qu'elle t'écoute. Donc, ça t'oblige à être vraiment dans une dynamique d'écoute et ensuite, tu réactives ton micro. Donc, si tu veux, il y a des sortes de petits pare-feux comme ça, inhérents à la situation en ligne, là vraiment dans tout ce qui est coaching Skype ou Zoom, qui est vraiment intéressant. Donc, la qualité d'écoute pour toi même, elle est augmentée finalement à distance, quoi. Je suis partisan du fait que chaque situation est une opportunité de grandir. Et on a le choix de la considérer comme un obstacle ou une opportunité d'apprendre. Exactement. Donc, tout est question de vision, quoi, de comment on va recevoir les choses. Peu importe les situations qui nous arrivent, c'est notre réaction, en fait, qui va déterminer la réussite ou non des actions qu'on va poser derrière. Absolument. Et ben, je te rejoins complètement sur ça. Et j'aimerais terminer avec toi sur si tu pouvais donner un conseil par rapport à des collègues qui nous écouteraient, qui auraient envie de se lancer, mais qui se sentiraient justement bloqués à s'exprimer, à oser parler. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on le fait facilement, plus facilement parfois en classe, mais il y a cette idée avec le web aussi, ça peut paralyser certains collègues. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour libérer un peu cette prise de parole en ligne, du coup? Alors, oui, c'est déjà d'en faire un jeu, de surtout pas le faire avec un sérieux inquiet de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que blablabla. Ça, c'est déjà un grand parasitage du mental inquiet qui se met des barrières quand même, on doit le dire, à tout bout de champ. Il y a une option notamment pour ce qui est sur Facebook qui est assez géniale, c'est de pouvoir s'entraîner dans les conditions du direct. Si par exemple le challenge dans un premier temps, c'est de commencer à partager du contenu, je dis toujours créer même un petit blog qui est un blog le plus minimaliste possible. Objectivement, ça demande un petit peu de patience, mais c'est pas non plus. Je crois pas qu'il faut sortir de Saint-Cyr pour pouvoir il y a beaucoup créer. d'outils pour nous aider maintenant quand même. Et même si c'est pas un blog, tu vois, et si la personne elle veut se dire je veux pas, tu vas sur Calendly. Et tu fais juste un petit espace où les gens peuvent prendre contact avec toi s'ils ont envie de prendre rendez-vous avec toi. Tu vois, si la personne elle se dit je veux pas me faire un énorme travail au préalable. Maintenant, ceci étant dit, sur Facebook, tu fais un truc, c'est que tu fais un Facebook Live, mais tu choisis en fait qu'il soit dans les paramètres de publication, qu'il soit pas visible à tout le monde, pas visible seulement à tous les amis, mais juste à des amis en particulier. Et donc, tu peux demander à ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton conjoint, des membres proches de ta famille, ton entourage, des gens avec qui tu as mis un deal en place, tu as besoin juste qu'ils t'écoutent et que tu te familiarises avec le fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent en même temps que tu parles. C'est toujours un travail qui est celui de l'entraînement. Une de mes astuces que je partage à la fois dans le contenu que je donne tout simplement en open source sur mon blog et tout le reste, et aussi plus en profondeur dans mes formations, c'est ce qu'on appelle la TVAV. Alors, ce que j'appelle la TVAV, c'est la première taxe que tu payes et que tu reçois de ta vie. Parce que en fait, quand tu as un sujet que tu as préparé, tu as, par exemple, on va dire que c'est une TVAV à 20%. Imagine, tu as préparé 5 heures ton sujet, ton dossier, recherche, écriture des idées comprises. Eh bien, tu te mets 20%, ça veut dire 1 heure, entièrement consacrée au fait de t'entraîner à le raconter, à le dire, à le mettre en vie avec ta parole. Et dans ce temps de TVAV, ça peut être le temps d'entraînement en situation la plus proche du réel, en faisant, et même si tu as la
trouille d'avoir du monde qui t'écoute, tu fais juste non, ça va peut-être pas te paraître ridicule, mais tu fais une Facebook Live entièrement privée où c'est que toi qui peux le voir. Et en Mais fait, c'est ce qu'on fait devant notre miroir finalement. exactement, mais l'avantage, c'est que tu sais, tu as quand même la lumière La, rouge, comme en ce moment, la se mise en passe. condition, oui, la mise en condition. Il y a marqué recording, tu as le rouge, un peu comme dans une sorte de, tu sais, du studio radio. Quand il y a la lumière rouge, tout le monde se tait, c'est un peu sacré parce que on est en direct sur les ondes de la radio. Donc, il y a quand même ton cerveau est en train de mettre en place, parce que c'est toujours une affaire de duper son cerveau. C'est-à-dire de montrer à ton cerveau que finalement, ça se passe beaucoup mieux que ce que tu avais eu la trouille que ça se passe. Et donc, si tu fais ton Facebook Live rien que pour toi et que ça s'est bien passé, déjà, c'est un premier cap. Ensuite, c'est une personne de ton entourage qui t'écoute, puis ensuite 2 ou 3. Et ça, c'est une que je donne aussi quand il s'agit juste de la prise de parole en présentiel. Quand une personne est vraiment en stress à l'idée de partager un nouveau projet, parce que là, on parle du projet de la réalité d'enseignant et on a, en tant qu'enseignant, parlé à des groupes larges dans les amphithéâtres ou autres, donc on est habitué à ça. Mais on est abrité par le côté, tu sais, on a notre rôle, notre fonction, on a tout ça qui nous protège. Quand c'est à son compte, il y a plein de choses où on est quand même en attente de la validation des gens. On espère qu'il y ait des gens qui like, qui interagissent, qui commentent et plein de choses. Et donc, s'entraîner, ça veut dire s'entraîner, demander à des amis alors de venir à la maison dès qu'on pourra le faire et de leur proposer qu'ils t'écoutent pendant 10-15 minutes sur ton sujet et ensuite leur rétribution, leur rémunération, c'est une bonne pizza, un bon plat que tu aimes bien cuisiner. Pour qu'ils t'offrent le phénomène qui est tu es écouté. Parce qu'il y a un phénomène qui est physique et alchimique, c'est que on n'a pas la même émotion et le même facteur stress. Le taux de cortisol dans le corps, il est plus élevé dès qu'on est devant des vrais gens. On le voit quand on enseigne la musique parce que tous les musiciens ont déjà entendu leurs élèves dire « mais tu sais, quand je suis chez moi, j'y arrive, mais quand je suis devant vous ou quand je suis devant toi, eh ben, j'y arrive pas. » La première audition, ça me donne des souvenirs. Et en fait, c'est normal parce qu'il y a un phénomène de… Excuse-moi, il y a eu un bruit, il y a un avion de chasse qui est passé au-dessus de la maison. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas si ça va s'entendre. Mais… En fait, le phénomène, il est que quand des gens écoutent, ça altère le phénomène de confiance en soi, d'assurance. Et ça fait partie de l'équation. Il faut juste s'entraîner et des dizaines de fois, alors devant le miroir évidemment, mais en même temps, ça peut être aussi devant des chaises vides chez toi avec tu imprimes des posters de gens qui ressemblent potentiellement aux gens à qui tu vas parler. Tout ça, c'est des facteurs qui te permettent de prendre l'habitude de prendre la parole. Et c'est même un truc aussi à faire quand tu parles sur le net. Parce que quelquefois, tu es sur ta vidéo live, par exemple, ou tu fais ton contenu YouTube, et tu es un peu trop auto-centré à vouloir bien faire. Et ça, c'est ma compagne qui m'avait donné cette astuce-là, parce qu'elle me voyait faire mes contenus, et puis elle me disait, mais t'es trop sérieux, tu t'as pas l'énergie que tu as, la même que quand tu es en train de parler aux gens quand tu donnes tes formations. Et donc, j'ai imprimé un grand poster avec un public hyper grand devant moi pour que je réactive en fait en moi la même dynamique que quand je suis devant un public pour un concert que je donne. D'accord. Le fait juste de voir, visualiser un visage humain, déjà, ça change la façon dont tu vas t'adresser, en fait, que tu vas exprimer, quoi. Ça, comme tu disais très bien et très justement, ça humanise, ça rend plus personnel la situation. Tu sais, il y a des écrivains qui le disent. Quand ils écrivent pour une personne et ils imaginent la tête qu'elle a, son type, son genre, sa façon de s'habiller. Il y a une vraie personnalisation du rapport d'écriture. Parce que sinon, la personne, en fait, se rend compte, l'écrivain, qu'elle écrit dans le vide. Donc, tu fais ton contenu, que ce soit en live ou pas. J'ai mis la barre haute quand je t'ai proposé un Facebook Live de but en blanc, live. Mais en fait, l'idée, c'est de toujours avoir à l'esprit et de matérialiser physiquement qu'il y a des gens.
des gens réels, des femmes, des hommes qui vont t'écouter. Oui, très juste. Donc, chers auditeurs, vous n'avez plus qu'à imprimer un poster ou mettre une photo, même ça peut être sur son téléphone, je ne sais pas, photo numérique, ça marche aussi. Et s'exprimer en pensant toujours en fait à son audience, à la personne, matérialiser, enfin visualiser une personne de son audience qui pourrait en fait être notre interlocuteur en face à face, quoi. Merci beaucoup, Est-ce que tu Emmanuel. pourrais te rajouter une dernière chose qui me vient, c'est élever aussi ton niveau d'énergie quand tu t'apprêtes à faire un contenu, on va dire, tu vois, vidéo ou audio. Oui. On parle là ici à des personnes qui potentiellement sont enseignantes et veulent se lancer sur le web, Oui. ou qui sont intéressées par cette réflexion, mais qui se disent, tiens, à un moment, voilà, on est dans les années 2020, mince, je vais aussi moi-même faire cette expérience de partager des connaissances, une vision sur le web. Et en fait, la clé vraiment, elle est de rehausser son niveau d'énergie pour être impactant, être vivant, tu vois, avoir une voix qui soit joyeuse, sourire en parlant. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire une petite séquence, tu sais, un peu cardio. Tu marches vite, tu fais un peu de vélo d'intérieur, tu fais quelques petits jeux de fitness, pas pour se faire mal, hein, je suis pas coach sportif du tout. Non, on parle d'énergie là, de s'énergiser. Ça peut être de la musique aussi, parce que je pense que tu connais bien le sujet. Il y a des gens qui écoutent de la musique stimulante avec un rythme, justement, un rythme intense pour peut-être aussi ça joue sur le cœur du coup aussi. Et voilà, ouais. Donc utiliser ces outils-là aussi pour. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'histoire de la joie aussi. Il faut qu'on prenne plaisir à ne pas faire son devoir ou une punition, de le prendre comme quelque chose de difficile et désagréable. Je pense qu'il faut aussi peut-être aussi, c'est son image de soi aussi, relativiser, prendre la distance. Tout ça en fait que on va s'autoriser peut-être à libérer sa voix justement sur le web ou ailleurs d'ailleurs. Exact, voilà, tout à fait. Voilà, bah c'est super, merci. Alors là, super gros conseil. J'espère que vous allez prendre de la valeur dans ce conseil parce que tu as été très généreux là sur le conseil. Merci, je te remercie. Un grand merci pour ce moment de partage, cette ouverture de donner et surtout de donner le goût, quoi, d'entreprendre sur le web et de le faire à hauteur. D'élargir un peu notre vision, tout simplement. Exactement. Voilà, cet entretien est terminé, j'espère que tu l'auras apprécié. N'hésite pas à rejoindre le groupe des profs entrepreneurs sur Facebook si tu veux être entouré et à t'abonner à cette chaîne bien sûr pour recevoir les notifications pour les prochains podcasts à venir. Quant à moi, je te retrouve un nouveau numéro, podcast numéro 7 avec Nathalie Martin qui rencontre un succès énorme sur Internet, notamment via sa chaîne YouTube de plus de 210 000 abonnés. À très bientôt sur le web.